Ici Piero San Giorgio, auteur entre autres de Survivre à l'effondrement économique. Ce soir, j'ai assisté à une conférence de Alain Bauer, un conseiller politique, homme politique, mais surtout criminologue et peut-être éminence grise de grand nombre de personnages politiques et sécuritaires français qui se tenait ici à Genève et dans laquelle, comme vous pourrez le constater, M. Bauer a parlé d'un grand nombre de sujets concernant la sécurité, le terrorisme, en France notamment, mais aussi en Europe. Vous le constaterez, M. Bauer, Alain Bauer, a une excellente et très très grande culture, une grande intelligence, qui sont des choses admirables, et qui me laisse parfois interrogatif sur le fait qu'il a pu être au Parti Socialiste et franc-maçon, Grand Orient, je crois. Donc était-ce par arrivisme, était-ce par idéal? En tout cas, c'est quelqu'un d'intelligent. Et vous le constaterez, sa conférence est à la fois intéressante pour ce qu'il dit et pour ce qu'il ne dit pas, par omission ou simplement par volonté de lisser les choses. Vous le constaterez, c'est quelqu'un aussi qui a une vision du terrorisme très optimiste, voire angélique. Ce que je doute, puisque c'est quelqu'un justement d'intelligent. Il ne mentionne pas les vagues d'envahissement, d'invasion migratoire telles que nous les subissons en Europe aujourd'hui. Est-ce le logiciel justement socialiste? Est-ce le logiciel gauchiste? Est-ce le logiciel franc-maçon? Je ne le sais pas. Toutefois, la conférence est vraiment très très intéressante et je vous laisse l'écouter. Le son est peut-être un peu faible. Mettez des écouteurs et réfléchissez par vous-même. À bientôt. Ici Piero San Giorgio, auteur entre autres de Survivre à l'effondrement économique. Ce soir, j'ai assisté à une conférence de Alain Bauer, un conseiller politique, homme politique, mais surtout criminologue et peut-être éminence grise de grand nombre de personnages politiques et sécuritaires français qui se tenait ici à Genève et dans laquelle, comme vous pourrez le constater, M. Bauer a parlé d'un grand nombre de sujets concernant la sécurité, le terrorisme, en France notamment, mais aussi en Europe. Vous le constaterez, M. Bauer, Alain Bauer, a une excellente et très très grande culture, une grande intelligence, qui sont des choses admirables, et qui me laisse parfois interrogatif sur le fait qu'il a pu être au Parti Socialiste et franc-maçon, Grand Orient, je crois. Donc était-ce par arrivisme, était-ce par idéal? En tout cas, c'est quelqu'un d'intelligent. Et vous le constaterez, sa conférence est à la fois intéressante pour ce qu'il dit et pour ce qu'il ne dit pas, par omission ou simplement par volonté de lisser les choses. Vous le constaterez, c'est quelqu'un aussi qui a une vision du terrorisme très optimiste, voire angélique. Ce que je doute, puisque c'est quelqu'un justement d'intelligent. Il ne mentionne pas les vagues d'envahissement, d'invasion migratoire telles que nous les subissons en Europe aujourd'hui. Est-ce le logiciel justement socialiste? Est-ce le logiciel gauchiste? Est-ce le logiciel franc-maçon? Je ne le sais pas. Toutefois, la conférence est vraiment très très intéressante et je vous laisse l'écouter. Le son est peut-être un peu faible. Mettez des écouteurs et réfléchissez par vous-même. À bientôt. Merci Colette, merci Alain Bauer d'être présent. Grâce à vous, on connaît mieux la figure des djihadistes, puisque sur de très nombreux plateaux de télévision, vous l'avez expliqué depuis plusieurs mois. J'aimerais partir de ça parce que c'est une figure de l'ennemi pour nos sociétés. Et vous l'avez comprise
en prenant le chemin du crime. Vous faites souvent allusion à une très ancienne connaissance du crime en relativisant ce qu'il y a de neuf chez le djihadiste. Par contre ça, on se souvient peut-être du 11 septembre, on disait beaucoup le 11 septembre, c'était des jeunes gens assez éduqués, de bonnes familles, etc. Les profils là sont très différents. Alors, en fait, dans la diversité des parcours terroristes, le vrai changement, c'est qu'on est passé d'un terrorisme extrêmement singulier et totalement binaire, qui nous a mené jusqu'à 1995, et nous avons loupé un épisode qui est un prototype, le prototype du nouveau terroriste, qui est Khaled Kelkal, qui est justement entre les deux. Un jeune homme brillant scolairement, qui vit dans un univers social de la région de Lyon, vers chez moi, qui est un brillant élève de collège, qui va dans le meilleur lycée de Lyon pour faire des études scientifiques, et qui bascule dans la criminalité et la délinquance sur le chemin de son grand frère, puis qui devient le premier opérateur gangsteroriste, le premier hybride, qui vient du crime vers le terrorisme, alors que la plupart des autres viennent de la politique vers la violence. C'est le premier. Tous les autres, effectivement, étaient des gens éduqués, qui se sont idéalisés dans l'action terroriste, au nom d'un idéal, d'une foi, d'une passion, mais qui n'avaient jamais eu d'activité criminelle avant. À part le vol de chewing-gum quand ils avaient 6 ans au supermarché, leur casier judiciaire était inexistant. Kelkal, c'est le premier avec un casier judiciaire marqué par la petite et moyenne criminalité, par un événement particulier de sa vie, par un problème de fratrie, on y reviendra peut-être, et qui bascule dans cette création du nouvel opérateur terroriste. Et en 1995, personne ne le voit venir, pas plus moi, qui que ce soit. La même année, il y a un deuxième groupe un peu proche, mais pas parfaitement, c'est plutôt des soldats perdus, c'est le groupe Dumont à Roubaix. Donc là, ils sont entre deux, c'est d'anciens soldats, beaucoup de convertis, qui passent à la criminalité au nom de l'islam, sans qu'on sache très bien si c'est une excuse, une justification, quoi que ce soit, mais il se produit ça. Et on se dit, oh, ça y est, voilà, tout a changé, on va avoir une série, et elle n'a pas lieu. Car le deuxième, c'est-à-dire après le prototype, le deuxième de série, c'est Mohamed Merah, et c'est en 2012. Il se passe 17 ans, sans que ce que nous imaginions se produise. Il ne faut jamais avoir raison trop tôt, mais le principe de réalité, c'est celui-là. Et donc là, on a désormais des anciens opérateurs politiques qui passent à la violence, ils existent encore. C'est-à-dire des classes moyennes, classes supérieures, deuxième et troisième génération en crise identitaire, mais ayant un parfait parcours, entre guillemets, politico-idéalisé. Des gangsterroristes hybrides, qui sont aujourd'hui la majorité du genre, très largement la majorité du genre. Un gros tiers de convertis, truc qu'on savait pas, dont on ne savait pas très bien ce que c'était, parce que c'était anormal du point de vue de la logique foi dans l'islam, ou affirmation d'une foi dans un islam. Une partie de lumpen terroriste, c'est-à-dire le terrorisme du pauvre, dont l'élément majeur est une maladie psychologique relativement marquée, et qui sortent de chez eux avec leur cure-dent, leur lime à ongles, leur couteau, leur voiture, leur tractopelle, et qui partent directement à l'assaut de n'importe quoi qui ressemble à un uniforme, et qui évidemment se font prendre ou se font abattre, tout en faisant des dégâts extrêmement minimes, mais un peu selon la logique de la guêpe et du lion, c'est-à-dire ça ne tue pas le lion mais ça l'énerve. Et puis on a des catégories nouvelles, par exemple le terroriste honteux. Ça c'est un truc qu'on n'avait pas, parce que le terrorisme c'est de la violence plus de la com, vous voyez. S'il n'y a pas la com, il faut rester au criminel, il n'y a pas besoin de faire tout ça. Et donc on en a eu 3 de suite qui sont extrêmement intéressants. Le premier c'est celui du Thalys. Je ne suis pas un terroriste. Je me suis levé un matin, il y avait une Kalachnikov sous mon oreiller. Je pensais que c'était la petite souris. J'avais une dent qui était tombée. J'ai attaqué le Thalys, mais c'était pour les voler. Je ne fais que vous lire les PV. Ne croyez pas que c'est juste une animation. C'est le PV. Le deuxième, c'est celui de Saint-Quentin Falavier. Il dit, non, je ne voulais pas du tout faire un attentat. J'avais un conflit du travail avec mon patron, j'ai le choix entre les prud'hommes et lui couper la tête, je lui ai coupé la tête. Et par ailleurs, j'ai essayé de faire péter l'usine pour masquer cette opération ratée. Et je me suicide. Ce qui, en islam, n'est pas véritablement recommandé. Le troisième, c'est Glam, qui dit, non, à Villejuif, pas du tout. Je ne voulais pas tuer la dame. Elle avait plein de Kalachnikov dans sa voiture, j'ai voulu l'aider, et je me suis tiré une balle dans le pied. Vous avez d'ailleurs le petit dernier, là, à Brigny, qui vous dit, non, mais moi,
l'islam. Il dit, mais non, mais pas du tout. J'étais là, je passais, c'est des amis. Mais c'était un insu de mon plein gré, je ne savais pas bien ce qui se passait. Et d'ailleurs, j'ai rien fait. Donc ce processus-là est très nouveau parce que il y a 30 ans, vous aviez un militant de l'Irak qui était à 11 000 km d'un attentat, qui se faisait arrêter par la police libanaise. Il disait, c'est moi, je suis fier. Et c'était les policiers qui disaient, non mais c'est pas... On sait très bien que t'étais pas... Non mais c'est moi. Parce que ça permettait de sauver celui qui l'avait vraiment fait. Et il rentrait dans la grande famille des héros du combat. Or là, vous avez une partie des héros du combat qui sont des lâches, des couards, des gens qui fuient, qui mentent et qui n'assument pas l'élément. On en avait eu un seul jusqu'à présent, quoi qu'on pense de sa culpabilité qui n'est pas à juger, elle a été faite par les tribunaux, c'est l'assassin du préfet Erignac, qui, bien que condamné à plusieurs reprises, est le seul militant nationaliste corse à dire ce n'est pas moi, je ne l'ai pas fait. Alors que la tradition de la violence politique, c'est même quand on n'est que très 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 vaguement connecté à un attentat et qu'on se fait prendre, on est fier de dire qu'on en était. Donc on est dans ce processus qui a totalement bouleversé le cadre traditionnel des opérateurs terroristes, et de ce point de vue-là, l'apparition non pas de l'État islamique, qui est né comme comité des Moudjahidines dès 2006 en fait, mais sa version modernisée, pas la version Zarqawi mais la version Baghdadi 2, est très intéressante parce qu'ils utilisent une ubérisation du terrorisme comme une méthode parfaitement intégrée à la fois du réseau social et du modèle économique pour créer les conditions d'une diversité d'opérateurs tels que plus personne ne puisse faire de typologie. Et au fait, le drame aujourd'hui, c'est que nous ne sommes plus en mesure de faire une typologie et que le terrorisme est devenu les terroristes, que le binaire est devenu pluriel. Comment se passe le saut? C'est-à-dire, on comprend bien, vous démontrez que ces gens viennent du crime, mais entre commettre des crimes, disons, de droit commun et puis se faire une ceinture d'explosifs ou se tuer, il y a quand même un saut. Comment a lieu ce saut? En fait, c'est une réhabilitation identitaire, c'est un processus particulier qui les amène d'abord à être plus fiers d'être des militants que des délinquants, parce que c'est quand même Plus chic. Ouais, plus chic. Et donc le premier saut est de dire non, non, tu n'es pas un délinquant, tu es un... Voilà, et d'ailleurs on va te réinsérer, on va te réhabiliter en utilisant la foi comme un processus. Or, ces gens ont tous un seul et unique problème. Quand vous discutez avec ceux qui en sont revenus et qui vous parlent, bon, tout criminel a un besoin particulier d'exprimer ce qu'il est, ce qu'il fait, et d'ailleurs la relation entre criminel et criminologue est de très bonne qualité parce qu'elle est quasiment incestueuse. Sans eux, on n'aurait pas de travail, sans nous, ils n'auraient pas de reconnaissance, ils nous parlent beaucoup, plus qu'à leur famille et à leurs avocats souvent. Donc ils nous racontent, et le secret professionnel fait que, voilà, et on n'est pas là pour les juger, c'est pas notre métier, ni pour les arrêter, on est là pour comprendre ce qu'ils font et comment ça évolue. Donc ils parlent. Ils vous racontent, en général, tous ont commencé par une blessure narcissique personnelle qui n'a alors absolument rien à voir avec quoi que ce soit d'autre. C'est-à-dire qu'ils ont eu un problème identitaire d'insertion, une difficulté, une anomalie, bref, tous, sans aucune exception. Et ils vous disent, du coup, j'ai basculé parce que quelqu'un, par exemple, il a donné une interview qui fait une trentaine de pages à un de mes collègues lillois, d'origine allemande, qu'il a rencontré quand il était délinquant. Il dit, mais vous étiez un brillant élève, pourquoi vous êtes passé à la délinquance? Et il explique. Il dit, j'étais un brillant élève. Le collège, c'était super, les gens m'aimaient, il n'y avait aucun problème de racisme, de xénophobie, ma famille était unie, on avait une petite maison, c'était super, la vie. Enfin, on est à 8 milliards de kilomètres du sociolâtre de Saint-Germain-des-Prés. Oh, mon Dieu, les pauvres, voilà, discrimination, racisme, non, rien. Comme c'est lui qui le dit, en plus, c'est plus quand c'est moi, on dit, ah oui. Non, il raconte ça tout seul comme un grand. Non, mais pas du tout. Alors, moi, racisme, xénophobie, discrimination, mais pas du tout, au contraire. Et d'ailleurs, on propose un parcours formidable dans le meilleur lycée de Lyon. Et là, il est déraciné du passage de la banlieue à la ville. Et il dit, ça s'est bien passé à Lyon, mais je n'étais pas chez moi. Je savais que je n'étais pas là où je devais. Et mon autre modèle, c'était mon frère, lui délinquant depuis le début, mis en prison, etc. Et donc j'ai voulu imiter mon frère pour avoir une identité, pour bien marquer ma différence. C'est un processus archi connu chez les adolescents, même si dans son cas c'était un peu décalé dans le temps, mais l'adolescence est un temps que nous avons inventé. Avant, dans tous les pays occidentaux, on était majeur entre 10 et 13 ans. Je veux dire, le moment de la reconnaissance
religieuse ou étatique marquait des âges de 10 ans en Grande-Bretagne, 13 ans en France, ensuite on est passé à 21, puis 18, la majorité sexuelle est à 15, la majorité pénale est à 13, nous avons un petit problème avec nos âges de majorité. Et donc il dit, en fait, j'ai simplement voulu réaffirmer que j'étais un individu et pourquoi je devais créer ma propre identité, parce que, en venant s'installer en France et en choisissant l'intégration, voire même l'assimilation, en fait, j'ai perdu mon identité, donc j'ai voulu retrouver mon identité d'origine. Donc tout processus adolescent commence par 3 phases, déni, défi, délit, comme ça, c'est hormonal, on va dire. Chez les garçons comme chez les filles. Et donc, déni, c'est je refuse de faire ce qu'on me dit. Défi, c'est je m'oppose à ce qu'on dit. Délit, je bascule, je traverse la ligne, je fugue, je fume, je vole, enfin je fais n'importe quoi, à la fois pour me faire reconnaître au sens jusqu'où ira l'amour des miens, c'est-à-dire à quel moment je vais tirer jusqu'à ce que ça casse, et jusqu'où vont-ils comprendre que j'ai plus 3 ans. Ce truc-là s'affirme à un moment. Et donc toute la génération que nous avons aujourd'hui est une génération qui est dans déni, défi, délit, sauf que la mode aujourd'hui, c'est plus le crime, c'est plus Action Directe, les brigades rouges, la milice, c'était aussi comme ça qu'elle recrutait sous l'occupation, c'est l'État islamique. Et d'ailleurs avec une capacité décuplée par l'usage très intelligent et très formaté de l'État islamique sur à la fois le jeu vidéo, je parle de jeu vidéo dans son format, pas dans le fait de jouer, le film hollywoodien, les forums de discussion et l'usage des outils informatiques de décryptage des enjeux facebookiens, etc. Donc on se met à nu dans le réseau social, il s'en sert pour dire mais tu vas avoir une identité, viens marquer ta présence, viens marquer tes origines, ça te permettra de montrer à tes parents qui tu es vraiment, viens sauver des enfants, viens faire de l'humanitaire, viens défendre la foi, tout ce qu'on veut. Mais c'est la même logique que ce qui a été celle de tous les engagements de tous les jeunes, et je donne souvent à titre de provocation, car effectivement ça n'est pas totalement la même chose, mais ça n'est pas très différent, qui étaient les brigades internationales en Espagne. Ce que nous faisons en interdisant aux jeunes d'aller faire le djihad contre le méchant dictateur syrien, dont nous disons nous-mêmes que c'est un méchant dictateur syrien, on faisait exactement la même chose, on disait ah non, il ne faut pas aller se battre contre Franco parce que c'est pas bien pour défendre la République espagnole. Et l'essentiel des gens des brigades internationales étaient des jeunes gens qui voulaient marquer leur identité au nom d'un idéal, dans une diversité d'ailleurs entre trotskistes, socialistes, communistes, républicains, rien du toutiste, etc., qui montrent ça. Donc il n'y a rien de véritablement nouveau. Ce qui est nouveau, c'est ce qu'on a oublié, parce que notre cerveau, il est twitterisé, c'est-à-dire qu'on a une capacité à 120 caractères, et à 1 seconde, parce qu'il s'est déjà passé autre chose, et on vient de regretter le tweet qu'on vient d'envoyer. C'est ça notre problème, c'est l'absence de perspective et de culture historique, parce que dès qu'on regarde un peu ce qu'étaient les générations terroristes, même si ce terme n'a pas de définition clairement consensuelle, et on va l'utiliser comme si on savait ce que ça voulait dire, ce qui n'est pas le cas. On se rend compte qu'en la matière, il n'y a rien de nouveau. La seule chose nouvelle, c'est l'accélération due à la technologie, qui permet d'aller plus vite, plus loin et plus fort que tout ce qui avait pu exister avant. Mais ce n'est pas le contenu qui a changé, c'est l'outil qui permet d'étaler et d'aller plus vite et plus fort. La nature de ces gens, le nombre est très impressionnant. Il y a combien de fiches S concernant en France des radicalisés, des djihadistes radicalisés? Le problème, c'est que djihadiste et radicalisé n'a pas de définition. Donc, il y a en France 16 000 fiches S de toute nature, dans lesquelles il y a le supporter un peu dégénéré, le raciste xénophobe un peu déterminé, et le gus qui ne sait pas rien pourquoi il ne faut pas raconter tous les secrets industriels en prenant le TGV, ce qui fait beaucoup de monde. Je ne parle même pas de ceux qui expliquent devant l'intégralité du wagon comment il gère à la fois sa femme et ses 2 maîtresses, parce que c'est un sujet intéressant pour ceux qui prennent souvent les moyens de transport. On fait des découvertes régulières et pas toujours sur la plateforme. Donc, bon, il y a ça. Et puis, il y a les envois de supposés possiblement radicalisés. Car la fichesse, c'est un peu ceinture, bretelle et parachute. Le but de la fichesse n'est pas de déterminer les gens qui sont vraiment dangereux, c'est de mettre tous ceux qui pourraient l'être, ce qui permet, si on les rate, de dire, voyez, j'étais dans la fichesse, et c'est parce qu'on n'avait pas assez de moyens qu'on n'a pas pu les gérer, et pour ceux qui n'étaient pas dans la fichesse, on dire, voyez, on n'a pas assez de moyens pour mettre tout le monde dans la fichesse. Mais voilà, alors la fichesse version américaine, c'est 1,5 million de noms dans la no-fly list, vous voyez.
dont tous les al-Baghdadi du monde, ça fait beaucoup, parce qu'al-Baghdadi, ça veut dire de Bagdad, ce qui fait beaucoup de gens, et même l'ancien sénateur Kennedy, qui avait malheureusement pour lui le même nom et le même prénom qu'un artificier de l'IRA et qui se faisait emmerder chaque fois qu'il faisait Boston-Washington. Donc, je veux dire, voilà, on ne sait pas en fait. Moi, je dis qu'il y a quelques dizaines d'individus aujourd'hui en capacité de commettre des attentats en France dans la série gérée directement par l'État islamique ou Al-Nosra, Al-Qaïda et compagnie, ou tous autres groupes de ce genre, quelques dizaines, une centaine. C'est beaucoup, hein, il ne faut pas croire. Et il y a probablement dans les dingues capables d'aller attaquer n'importe qui avec un couteau, une fourchette, une voiture, évidemment, quelques centaines de malades mentaux, parce que c'est leur maladie qui est le sujet, pas leur engagement, qui sont là. Donc on a ça. Alors, les premiers sont ennuyeux, mais pas dangereux, au sens où leurs dégâts sont extrêmement limités. En général, le premier dégât, c'est eux. Les autres sont un autre sujet, puisque on vient de démontrer assez facilement ce que pouvaient faire 3 Kalachnikov utilisés intelligemment par 2 groupes remontant simplement 2 boulevards vers une salle de spectacle. Donc il ne faut pas sous-estimer. Le nombre est très surestimé, la dangerosité est sous-estimée. En fait, on a des barbares, des amateurs barbares. Les barbares est le mot qu'il faut retenir. Est-ce que vous ne sous-estimez pas le phénomène de la foi? On comprend très bien, vous démontrez de manière très très convaincante le phénomène des déclassés, des complexés, des zozos, etc., le lien entre le crime et la... Mais la foi, disons ce mystère de la foi. Je vous donnais tout à l'heure l'exemple, on parlait à table de Lénine. Lénine était à Genève, il y avait des bolcheviks qui étaient tout aussi, il y avait beaucoup de déclassés, beaucoup de zozos, beaucoup de complexés, mais aussi des intellectuels très brillants, etc., portés par cette foi folle qu'un jour l'État finirait, qu'on installerait le communisme, etc. Et ce petit groupe a quand même créé le plus grand État de la Terre, qui a tenu pendant, quoi, 70 ans, à peu près. Voilà. Est-ce que vous n'êtes pas dans cette sorte de relativisation où on ne voit pas ça? C'est-à-dire, on dit, bon, c'est un phénomène policier, c'est au fond, on exagère beaucoup le danger par certains côtés, etc. Alors qu'on voit arriver ça, c'est-à-dire un phénomène de foi, comme il y en a eu beaucoup dans l'histoire. Les anti-chrétiens, on dit ça un peu des chrétiens, l'Empire romain allait plutôt bien, et on voit apparaître cette secte un peu étrange qui commence à se démultiplier, qui n'était pas aussi évidemment mortifère que le groupe État islamique, mais enfin qui a réussi à prendre la société où c'est dangereux comme terrain. Mais enfin, le phénomène du fanatisme, qui échappe à toute raison. On peut citer les nazis, on peut citer d'autres exemples. Et parfois j'ai l'impression, ça ne permettrait pas de le contredire, vous connaissez tout ça 1000 fois mieux que moi, mais que vous avez cette attitude de criminologue et de policier qui sous-estime ce phénomène de la foi. Il y a quelque chose de terrifiant parce que quand quelqu'un croit vraiment qu'en tuant il va aller au paradis, au fond, peu importe qu'il soit un déclassé, un cinglé, un intello, etc., le point commun, c'est une foi. Et une foi peut créer des empires. Et même s'ils sont seulement quelques-uns, on voit qu'ils sont déjà plus seulement quelques-uns, ils sont plus que quelques-uns. Ils peuvent être un ennemi aussi dangereux que les nazis ou les communistes ont été. Oui, mais voyez vous-même, vous utilisez des termes qui sont différents. Des fois d'un côté, fanatisme de l'autre, je peux vous dire idéal. Et le problème, c'est que derrière ce sujet, il y a un débat sur la place de la religion. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'étais grand maître du Grand Orient de France, qui est l'organisation la plus redoutablement laïque, y compris jusqu'à la bêtise parfois, dans son histoire en tout cas, que la France ait portée et qui a assumé la séparation, qui n'est pas une séparation d'ailleurs, c'est une loi de libre exercice du culte sous le strict contrôle de l'État. Parce que les gens qui parlent de la loi de 1905 l'ont en général pas lu. Donc, il y a un chapitre dans la loi de 1905 qui s'appelle Police des cultes, que je recommande à tous les lecteurs, c'est sur Internet, qui se rendent bien compte que l'État n'a pas séparé, il a décidé de contrôler le libre exercice du culte, d'en changer, d'en avoir aucun, de l'exercer dans des limites qui sont celles de l'ordre public. Mais le problème de la foi n'est pas le problème du fanatisme, d'ailleurs. Moi, je ne pense pas que le léninisme soit une foi. Lénine lui-même, après, avec un air un peu étrange, je rappelle que pour lui, la religion, Karl Marx était l'opium du peuple, et que justement, le culte de la personnalité est une chose très différente de...
Le fanatisme me paraît beaucoup plus juste de ce point de vue-là. Je suis le dernier à sous-estimer le rôle du fanatisme, y compris dans des actions micro-individuelles, qui sont celles que j'indiquais tout à l'heure, de la guêpe et du lion, et du fait que le lion devient des guêpes et du lion, et que le lion devient fou à la fin. Mais non, il ne faut pas le sous-estimer. Mais la réalité, je dis avec un principe assez simple, c'est qui dirige l'État islamique, par exemple. C'est facile, nous le savons. Bon, les 10 premiers dirigeants, j'enlève les morts, parce qu'il y en a qui se sont fait. Nos amis américains ont décidé de faire à peu près un travail un peu plus efficace que d'habitude, après nous avoir expliqué qu'il ne fallait pas. Mais vous prenez les 10 dirigeants historiques de l'État islamique, morts y compris. Les 10 premiers sont tous des anciens soldats de l'armée de Saddam Hussein qui fréquentaient autant la mosquée que moi. Je ne me suis pas converti récemment, donc peu. Donc, premier problème, je cherche dans la direction de la théocratie iranienne, je peux vous définir qui est un religieux et qui ne l'est pas. C'est facile. Après, je peux dire qu'il y a des divisions à l'intérieur des religieux, comme partout, parce que il y a un processus, parce que c'est une théocratie avec une vague contour républicain, soi-disant. Ce n'est pas du tout le cas dans l'État islamique. L'État islamique est un califat. Or, le califat en tant que tel est un outil très particulier, qui n'a qu'un seul opposant, qui est le sultanat, nos amis ottomans, et la relation qui existe autour d'eux n'est pas une relation religieuse. C'est une relation qui existe par la barbarie, l'affirmation territoriale, le racket, la vente de tout ce qui est... C'est une organisation purement criminelle. Il n'y a rien qui ressemble plus à l'État islamique en Syrie et en Irak que les FARC colombiens. Paradoxalement, leur modèle, c'est les FARC colombiens. Organisation communiste, révolutionnaire, athéiste, totale, pas ni foi ni quoi que ce soit, qui ne vit plus que du rapt, du trafic de stupéfiants, du racket et de l'enlèvement. Il n'y a aucune différence entre les deux. C'est un modèle et un anti-modèle. L'enveloppe, l'emballage, est effectivement différent. Donc ça, la première chose, c'est de qui parle-t-on? C'est quand même ça qui est le sujet. Ensuite, comment est-ce que les gens adhèrent à ça? Moi, j'ai écouté avec beaucoup d'attention le débat très égotiste qui existe entre deux personnes que j'aime bien, qui est Gilles Kepel d'un côté et Olivier Roy de l'autre. Donc Olivier Roy dit c'est le salafisme qui crée les conditions de, et donc c'est autour du salafisme qu'est le sujet, sur quoi il a parfaitement raison d'un point de vue macro. Si le salafisme n'existait pas, il n'y aurait pas de porte d'entrée à la radicalisation. Et Olivier Roy, où il dit oui, mais c'est pas une radicalisation djihadiste ou islamique, c'est une islamisation de la radicalité. Et quand je regarde qui sont les radicalisés, un par un, individu par individu, tous ceux qu'on connaît, tous ceux qu'on imagine, tous ceux qu'on rattache, tous ceux qu'on connecte, et ben à 90%, c'est Olivier Roy qui a raison. Est-ce que les deux ont tort? Ben non, parce qu'ils ont tous les deux raison. C'est que l'un et l'autre parlent de deux sujets différents. L'un parle emballage, processus, dynamique, mode. Et l'autre, il vous parle individu, réalité, physique, comment, pourquoi. Voilà. Et quand on les interroge, quand on leur parle, et quand ils vous racontent le passage de la blessure narcissique à l'engagement au pays de Chaumont, guerre d'Afghanistan, processus en Syrie, révolte, soi-disant, printemps arabe, révolte arabe, etc., etc., ce qu'ils vous racontent n'a absolument rien à voir avec ce que ça. Tout l'encadrement, tout ce qui fait le cœur, la structure, les os du dispositif n'a absolument rien à voir avec une culture quelconque de l'islam. L'emballage, oui, est extraordinaire islamique, mais regardez quand vous lisez Dabiq ou Dar el-Islam, les deux journaux de l'État islamique, ils sont remplis, toutes les 2 lignes de sourate ou d'extraits de sourate du Coran. Et donc ça donne l'impression d'être fait par un vrai cultivé musulman, quelqu'un qui connaît, un docteur de la foi. Alors moi je suis allé chercher chaque sourate et chaque citation. Voilà. Il n'y en a pas une qui est complète, il n'y en a pas une qui dit exactement ce que le morceau de citation veut dire, et en fait ce n'est qu'une très jolie manipulation du type commissariat aux archives de la défunte Union soviétique. Vous savez, quand on corrigeait les photographies, c'est Orwell, c'est le commissariat, le ministère de la vérité. C'est-à-dire la sourate vous convient, alors la première ligne convient, je cite la première ligne, et puis ensuite je donne une référence d'un pseudo-docteur de la foi du fin fond de Peshawar qui dit « Ah, ça veut dire que », qui a bien connu le prophète puisqu'il est né 1000 ans plus tard. Il faut quand même savoir comment a
été écrit tout ça. Des hadiths, il y en a 1 million. 1 million. Moi, je fais ça souvent quand j'ai un débat avec des intégristes, parce que de temps en temps, j'ai une visite de la jeune fille voilée qui me demande si ça ne me dérange pas, et qui je dis, ah bon, mais pourquoi ça me dérangerait? Le prophète lui-même, parlant de sa fille, disait, et je donne un hadith que je viens de créer pour la circonstance, qui provoque une sorte de trouble général, parce qu'ils n'ont aucune idée de ce dont je parle. Puisqu'ils ne connaissent pas le Coran, ils ne l'ont pas étudié, ils n'en ont qu'une vision propagandiste. Alors, la vision propagandiste, c'est comme la fiche électorale. C'est pas fait pour vous dire la vérité, c'est vous fait pour vous faire croire que vous avez envie de voter pour eux. Donc le sujet est le même. Donc tout ça n'est qu'un emballage. Donc je ne crois pas à un processus massif de la foi. D'abord parce que dans l'école, le problème de l'islam, c'est qu'il y a 5 écoles. L'école malikite ne dit pas du tout la même chose que l'école wahhabite. Nous avons un problème, par contre. Ça, c'est vrai. C'est que nos principaux alliés, saoudiens, qataris, etc., ont inculqué à des pays qui avaient une toute autre culture de l'islam, une autre vision de l'islam, plus rigoriste, plus fermée, plus raciste, plus xénophobe, plus tout ce que vous voulez, qui a provoqué un changement de culture très important et qui a provoqué aussi chez la deuxième génération une sorte de raccrochage en disant ça a l'air mieux parce qu'on est plus radical. Ce terme n'a rien à voir avec l'islam. Hein. Radical au sens anglais, parce que les radicaux français, avec 3 barbes et une cabine téléphonique, et les Suisses, je vous rassure, vont avoir un peu de mal à montrer qu'ils sont pour la révolution, ou pour la guerre, ou pour le meurtre. Voilà, c'est ça le problème. Donc il ne faut pas sous-estimer, effectivement, l'idéal, la fanatisation, etc. Mais elle aurait pu marcher avec Action Directe ou la milice de la même manière, et avec les mêmes. Alors, je reviens à ma question de journaliste, qui est vraiment de journaliste tout à fait généraliste, en rien spécialiste de tout ça. On est frappé quand même depuis plusieurs décennies à quel point les experts, souvent très très brillants, ont toujours ou presque toujours sous-estimé la progression de l'islam. Moi, je me rappelle très bien l'époque où les experts vous disaient en Afrique, ça ne prendra jamais. L'Afrique, pas du tout. En Afrique, l'islamisme, ça ne prendra pas, etc. On a vu ce qu'il en est. Vous citiez les révolutions arabes. Dieu sait si tous les tant d'experts sont venus dire ah mais c'est extraordinaire, là c'est les blogueurs, c'est les jeunes blogueurs, c'est Facebook, il n'y a pas du tout de phénomène islamisme, etc. Vague massive d'islamisme. La Turquie, je me rappelle l'époque où les experts vous disaient la Turquie c'est très différent, grande tradition laïque, c'est vrai qu'ils ont une tentation autoritaire, mais pas du tout islamiste là. On voit ce qu'il en est aujourd'hui. Et j'ai l'impression que vous faites partie, peut-être par excès d'intelligence, peut-être par excès de rationalisme, de cette grande école intellectuelle, française en particulier, mais pas seulement française, qui au fond sous-estime toujours le phénomène de la foi. Alors que paradoxalement, les Américains, avec souvent leur côté un peu bas de plafond, mais parce qu'eux ont une grande pratique de la foi, parce qu'eux souvent sont très croyants, comprennent très bien, et ça se voit souvent au Proche-Orient, et paradoxalement on a beaucoup dit, Bush, etc., comprennent que la foi est un phénomène dévastateur, ou très positif, il peut créer des choses extraordinaires. En tout cas, voilà, depuis toutes ces décennies, on a sans arrêt sous-estimé ce phénomène de la foi, et en vous entendant parfois, d'ailleurs, c'est ma question, est-ce que vous avez l'air de dire que finalement, ce ne sera pas grave, que finalement, l'histoire finira bien? Est-ce que c'est votre pensée? En général, je suis plutôt critiqué pour dire l'inverse. Donc, voilà. Non, mon sujet n'est pas que ça va se terminer bien, je pense que ça va se terminer mal. C'est-à-dire? Mais pas pour les mêmes raisons. D'abord, la question aujourd'hui n'est pas une question de l'islam. C'est ça qui est l'erreur. C'est pour ça que je vous dis, entre foi, fanatisme, etc., il faut savoir quel mot on utilise. Si votre question est sur la foi, je vous dis très franchement, je n'y crois pas une seconde. Parce qu'aucun de ces fanatiques n'est un fanatique de la foi. Ce sont des fanatiques de la violence. La violence n'est pas une foi. C'est un exutoire, c'est une possibilité de rompre avec un processus qui les amène à traiter par la facilité, la violence, un processus compliqué qui est qui je suis et comment je me venge. C'est un processus de vengeance. C'est pour ça que je veux dire que la violence n'est pas une foi, c'est pas un sujet. Où est-ce que vous mettez le début de la violence? Je donne un exemple personnel. Ma famille est d'origine iranienne. Et quand j'étais adolescent, j'ai découvert ce qu'était, moi je suis tout à fait laïque, etc. J'ai découvert des gens de ma famille qui étaient des gens tout à fait sensés, gentils, intelligents, éduqués, qui avaient fait l'université, etc. Et qui de bonne foi pensaient que quand même une femme est un peu inférieure à l'homme. Et ils le pensaient vraiment, et ils le pensent toujours.
Et ils aimeraient bien que la société soit comme ça. Et ce sont ni des oseaux, ni des déclassés, ni des gens en plus contestés l'islam. Ils pratiquent, en islam, moi je ne suis pas musulman, une autre branche qui n'était pas musulmane, qui était pareil, eux étaient musulmans. Ils le pensaient de bonne foi, estimant que oui, une femme est quand même inférieure à l'homme. Que quand ils venaient ici en vacances en Suisse, ils estimaient qu'aux garçons on fait des cadeaux, à la fille on n'en fait pas. On l'adore la fille, elle est adorable, etc., ma chérie, etc. Mais quand même c'est un être inférieur. Et cette réalité-là, c'est une violence. Ce sont des gens prêts à voter pour des partis, on le voit en Turquie aujourd'hui, qui sont très loin de nos valeurs. C'est une forme de violence, et c'est une forme d'impérialisme au nom d'une foi qui... Alors, est-ce que c'est du vrai islam, pas du vrai islam, etc. Est-ce que la question est vraiment là? Alors, je crois que vous venez de mettre le doigt sur un problème qui est celui de la confusion. La violence sociale existe, la violence morale aussi, mais le sujet, il est d'abord celui de la violence physique. Et l'emballage de la violence physique, c'est Keppel, salafisme et la voie A, mais tous les salafistes et tous les takfiristes ne sont pas des terroristes, et probablement ne le seront-ils jamais. Mais ils ont une vision de l'univers qui est particulière. Comme je vous le disais moi, ma logique personnelle dans le protestantisme, c'est Ulrich Zwingli, il a été brûlé par Calvin, autre protestant. C'est bête, mais c'est comme ça. Alors il avait des charmes, Ulrich Zwingli, puisqu'il pensait que le péché était impossible, que quoi qu'on veuille, la prédestination étant absolue, c'est Dieu qui l'avait voulu, ce qui est quand même très confortable, vous voyez, pour une de vie quotidienne, tout en étant extrêmement croyant et pratiquant dans la religion prétendument réformée, disent les catholiques. Mais en la matière, le violent, c'est celui qui brûle et qui tue. Maintenant, si des gens ont une vision débilitante de la place de l'autre moitié de l'humanité, le problème est un problème éducatif et progressiste. D'ailleurs, vous n'avez pas exactement le même point de vue que vos parents et vos arrière-grands-parents sur le sujet. Et si vous venez d'Iran, vous êtes plutôt dans une logique chiite, dont leur mode d'organisation est très différent de l'islam sunnite dans son immense diversité. Donc le débat n'est pas celui-là, et je continue à le dire, la violence n'est pas une foi, c'est une pratique. Ce qui permet cette pratique est lié à un des processus historiques qui s'appelle l'évolution et le progrès, c'est la manière dont on les traite, où on les gère. Moi je raconte souvent à mes étudiants en cours de criminologie que par exemple il y a deux évolutions tout à fait remarquables et très intéressantes qui montrent comment le droit pénal évolue, le droit pénal. Le premier c'est le droit de tissage qui est devenu le viol. Donc la femme propriété qui n'avait qu'à être soumise et qui est devenue aujourd'hui un objet pénal, c'est-à-dire un individu ayant des droits et devant être protégé par la société et pas seulement dans une relation civile du viol et de l'agression sexuelle, donc une modification absolument historique et remarquable du droit pénal, et de l'autre côté le suicide. Le suicide avant était un crime, si vous vous ratiez, on vous mettait en prison. Aujourd'hui, il y a même des pays qui considèrent que c'est un droit. Donc le système évolue, et il n'évolue pas seulement dans le monde occidental, il évolue un peu partout. Moi, je ne sais pas quels experts ont expliqué qu'il ne pouvait pas y avoir de radicalisation en Afrique, j'en connais pas personnellement. Je sais simplement que plus vous ouvrez une école wahhabite et plus vous avez d'étudiants qui étudient la manière, plus vous avez de madrasas. Voilà, il y a 5 millions d'élèves, par exemple, dans des madrasas au Pakistan, dont 500 000 dans des madrasas purement talibanes. Chiffre du gouvernement pakistanais qui vous les donne avec une bonne volonté remarquable. Voilà, donc on a 5 millions d'élèves qui apprennent le Coran comme livre de lecture, hein, c'est-à-dire qu'ils apprennent à lire avec le Coran, et on en a 500 000 qui sont des apprentis terroristes, oui on le sait, et alors, petit sujet quand même. Or le Pakistan est le pays dont nous parlons le moins, par exemple. Donc le seul vrai ennemi, par exemple, de nos amis américains, c'est le Pakistan. Ils ont mis 20 ans à s'en rendre compte, mais ça y est, c'est rentré. Mais c'est long, comme vous le dites. Bas de plafond, mais surtout lent à la détente. Deuxièmement, non, ils n'ont pas compris la foi. Ils ont créé le chaos pour l'éternité avec leur intervention en Irak. Si ça, c'est une satisfaction, je ne la partage pas. De ce point de vue-là, le président Chirac a eu plus de lucidité et d'intelligence en n'y mettant pas les pieds, et ses successeurs, beaucoup moins de lucidité, beaucoup moins d'intelligence en se laissant entraîner. Donc le process aujourd'hui, il n'est pas du tout celui de la foi ou de l'islam, mais ma position est effectivement que tant que les sociétés occidentales, et notamment leurs classes politiques, n'auront pas fait un effort pour redonner un peu de contenu
parce qu'il n'est plus aujourd'hui que de l'agitation médiatique, il n'y a aucune raison qu'on ne choisisse pas la violence comme mode d'expression, puisque les autres modes d'expression, visiblement, ne servent à rien. Et donc cette violence, elle peut être politique, avec l'élection ou le soutien à ce qu'on appelle populistes. C'est un terme qui, à mon avis, est très mauvais. Voilà. Je pense que le peuple par le peuple pour le peuple, c'est très bien. Mais aujourd'hui, le désarroi des populations, Orban, Beppe Grillo, Pim Fortuyn, les successeurs, les Autrichiens, Blocher chez vous, etc., sont l'expression d'une revendication populaire qu'on ne peut pas mépriser. Voilà. Moi, je n'ai aucun mépris pour les gens qui votent populistes. Je pense qu'il faut juste qu'on se pose la question de savoir pourquoi ils sont aussi nombreux, et plus nombreux la fois d'après, parce que personne ne répond à leurs questions. En France, cette question a commencé à être posée en 1983, aux élections de Dreux. Quelqu'un un jour a dit, la violence des immigrés, c'est pareil. Et la classe politique a dit, on va répondre à ces cons-là. 10%, 20%, 30%, deuxième tour au présidentiel. En tête du premier tour de la prochaine présidentielle, disent les sondages. La question, elle n'est pas de savoir pourquoi Marine Le Pen, elle fait entre 25 et 28% des voix. C'est pas ça la question. C'est pas Marine Le Pen la question, c'est les 28% qui votent pour elle. Donc ces gens-là, ils viennent de quelque part, puisqu'ils étaient 5% historiquement, niveau moyen de l'électorat, réactionnaire, extrémiste, proto-fascisant, on peut l'appeler comme on veut. Bon, quand il y a 5, on dit, bon, c'est niveau incompressible, comme le taux de chômage. Bon. Quand on est à 25 ou 30, on a un souci. Et ce souci, il n'est répondu par personne. Ce n'est pas un problème de foi, ce n'est pas un problème de croyance, c'est un problème de réponse à la question. D'idéal, mais d'un idéal en positif, c'est-à-dire le moment où on leur dit, bah, votre identité c'est ça, votre place elle est ici, etc. Et les Français, de ce point de vue-là, alors je suis le premier à dire, nous avons un petit défaut. On est tous un peu arrogants, un peu suffisants, un peu méprisants. Je me soigne, hein, mais c'est un process qu'il faut admettre. Mais c'est pas la question, elle n'est pas, de ce point de vue-là, la communauté de l'expertise que vous citez n'existe pas. Je ne la connais pas, je ne l'ai jamais rencontrée. J'ai autant de différences ou de divergences avec beaucoup de mes collègues sur l'analyse de l'Afrique ou d'ailleurs, mais pour répondre à la question, oui, ça se terminera mal, parce qu'au jour d'aujourd'hui, rien n'indique l'apparition politique d'une sortie par le haut qui amènerait les gens à retrouver un idéal de construction d'une société, quelle que soit la nature de cette société, qui ne soit pas aujourd'hui régressive, château fort, fermeture, isolation et nostalgie d'un passé qui, par ailleurs, n'a jamais existé. Et c'est une partie de nos problèmes, c'est l'absence de perspective ou de culture de l'histoire qui nous amène à savoir d'où nous venons et surtout où nous allons. Problème qui couvre l'intégralité du monde occidental, à part Poutine, qui a une vision historique réelle parce qu'impériale, Xi Jinping, qui a exactement la même logique, parce qu'il s'entre dans une culture millénaire qui entre précisément dans un cadrage où l'histoire et la géographie sont leur quotidien. Il faut voir les murs des dirigeants politiques. Ceux qui n'ont pas une carte de géographie, voilà, Mitterrand, ce qui faisait la force de Mitterrand, c'est d'avoir fait une map monde. Parce que son univers à lui était un univers universel, dans sa tête. Tous les autres ont des univers étriqués. Or, aujourd'hui, ce que nous vivons, c'est la revanche, la vengeance de l'histoire et de la géographie, surtout pour les grandes puissances coloniales qui ont cru que le monde pouvait exister avec des frontières à angle droit et à bout carré. Voilà. Depuis que la Yougoslavie a commencé à fondre, comme si on avait ouvert le congélateur, eh bien, les peuples, les nations, les foi se réveillent et nous disent nous, on n'entre pas dans le truc avec les bouts carrés. C'est pas nous. Nous, on est des tribus, on est mobiles, on est nomades. Ce pays-là n'existe pas, c'est une pure fantasmagorie. La Libye est une fantasmagorie, l'Ukraine est une fantasmagorie historique, je veux dire, pas du côté national. Je parle de leur construction territoriale. Et donc, nous payons aujourd'hui notre arrogance impériale occidentale et notre nostalgie aussi. Parce qu'on aimerait bien que ça soit comme avant. Ça ne sera jamais comme avant. Donc oui, ça se terminera pas bien. Vous citiez Poutine. Le cas est intéressant, hein. C'est très frappant de voir comme dans les opinions, une grande partie même des gens de droite lui vouent une admiration grandissante depuis notamment l'intervention en Syrie. Ce discours poutinien, au fond, que bien sûr c'est très bien la société, il faut que ça aille mieux, il faut que l'économie aille bien, mais ce sont des ennemis, il faut les combattre, il faut les bombarder, etc. Brutalement dit, est-ce que vous le partagez ? Je connais Vladimir Poutine depuis 30 ans. Donc, je l'ai connu quand il était adjoint au maire à Saint-Pétersbourg et chef du KGB local, pour être plus précis. Poutine,
Poutine a un avantage. Il vous regarde dans les yeux, il vous dit je vais faire ça, voilà pourquoi je vais faire ça, et voilà comment je vais le faire. Et personne ne le prend. C'est un peu Napoléon Austerlitz. Alors je vais attaquer à gauche, je vais enfoncer le flanc droit, et à la fin je gagnerai. Et les oppositions disent ouais. Eh bien Poutine, c'est pareil. Il passe son temps à vous dire très exactement ce qu'il va faire, comment il va le faire, pourquoi il va le faire. Il vous dit d'ailleurs qu'il est prêt à faire avec vous. Chaque fois qu'il y a eu un incident majeur entre la Russie et les États-Unis, Poutine a été celui qui a arrêté, empêché le feu de se développer dans l'affaire du sous-marin qui a coulé et dans toute une série d'autres sujets, pour regarder ce qui est vraiment Poutine. Je ne parle pas, pardonnez-moi, de la vision médiatico du soir, mais en long terme. Il essaye de régler les problèmes en disant voilà, je vais faire ça. Il est inscrit dans une logique impériale, parce qu'il sait que la Russie, dans son immensité, c'est Catherine II et Pierre le Grand, et c'est comme ça que ça marche. Et il vous traite les sujets. Alors, d'accord, les élections sont un peu truquées, mais franchement beaucoup. La gestion des droits de l'homme est assez aléatoire, la répression dans l'espace. Mais au moins, Panama Papers. Et tout est vrai. Et alors? Bon, bah voilà. Et alors? Et donc, la question de Poutine, c'est qu'il est à la fois extrêmement brutal et extrêmement honnête, et par ailleurs, prêt à beaucoup d'accords avec l'Occident. Mais il dit, on a essayé, vous n'êtes pas soumis, mais après la chute du mur, pendant 5 ans, on a été les plus grands amis de l'Occident. On voulait intégrer l'Union européenne, on voulait ouvrir les frontières. Vous nous avez pillés. Vous avez essayé de nous détruire. Les Américains ont joué la vengeance. Ils ont eu tellement peur de nous pendant toute l'après-guerre qu'ils ont voulu nous détruire pour que plus jamais il n'y ait une autre superpuissance. On a mis 5 ans à comprendre. On a perdu 200 ou 300 milliards de dollars dans cette affaire. Donc on ne vous fait plus jamais confiance. Les Américains parce que eux, ils savent ce qu'ils font, et vous parce que vous êtes des mous, vous ne savez pas ce que vous voulez, vous êtes alliés sur un couteau de canton, vous voulez à la fois être amis des uns, amis des autres, vous n'avez aucune position. Mais vous dites à Poutine des trucs désagréables, il vous respecte. La question de Poutine, c'est que lui, il a une position, il vous la donne, il vous l'explique, et il dit, mais pourquoi vous n'écoutez jamais ce que je dis? Je vous dis que je vais faire ça. Et voilà, pour l'Ukraine, vous me faites un projet fédéral, je n'interviendrai pas militairement. L'Union européenne dit, va te faire foutre, connard. Il dit, ah bon, vous voulez jouer? Très bien, allons-y. Donc c'est Russie 1, Union européenne 0. Ensuite, ça a été Russie 1, États-Unis 0. Puis Russie 2, États-Unis 0. Et là, on est à Russie 3, États-Unis 1. C'est un modèle de réelle politique appliquée. Je veux dire, le meilleur expert de Poutine, c'est Kissinger. Quand, à Kissinger, pour reprendre cet élément historique, Kissinger, on nous pose une question sur l'Iran. La guerre Irak-Iran, en plein milieu. Donc ils en sont déjà à des dizaines de milliers de morts, on ne sait pas très bien comment tout ça va se terminer. Les États-Unis arment massivement l'Irak pour attaquer l'Iran, y compris avec des armes chimiques. Hein, comme disait Rumsfeld, les armes chimiques de Saddam, on n'a pas besoin de les chercher, on a les factures. Ça va ce qu'on fait aussi dans la vie. Et donc, on est dans un processus hier, et il y a une jeune journaliste de Foreign Policy qui vient voir Henry Kissinger, avec son accent allemand et son air de Ramilin Grobis un peu assoupi, mais toujours là. Et elle dit, alors, docteur Kissinger, dans l'intérêt supérieur des États-Unis, qui doit gagner entre l'Irak et l'Iran? Kissinger la regarde et dit, ah, mademoiselle, dans l'intérêt supérieur des États-Unis, il faudrait que les deux perdent. Poutine, il vous fait ça très bien. Nos convictions. Parler de Poutine, sa force évidemment, c'est qu'il est nationaliste. Il croit vraiment que la Russie, c'est quelque chose. Hein. On a l'impression que chez les Européens, ça manque souvent. Parce qu'il y a beaucoup de dirigeants européens, mon Dieu, c'est un peu la Troisième République assouplie, le banquet d'après l'apéro. Madame Merkel a tenté quelque chose il y a quelques mois. Elle disait, voilà, notre force, ce serait de redécouvrir nos racines chrétiennes, d'oser redire que nous sommes chrétiens. Vous vous souvenez de ce moment, hein, l'été dernier. Est-ce que toute cette crise ne pointe pas aussi notre manque de conviction à nous? C'est-à-dire la plupart d'entre nous ici, voilà, qui est vraiment, par exemple, nationaliste au sens où on pouvait l'être il y a 100 ans, c'est-à-dire la foi que sa nation est quand même supérieure à celle de l'autre. Très peu de gens. Qui ici est vraiment croyant au point de vouloir vraiment convertir l'autre, comme on l'était il y a 100 ans. Un bon chrétien il y a 100 ans, de bonne foi, pensait qu'il faut convertir l'autre. Ici, en tout cas officiellement, personne n'osera dire ça. On dit, ah oui, je suis chrétien, mais je ne veux surtout pas imposer ma foi, mon Dieu, etc. La force d'un Poutine, c'est ça. Il a une vraie conviction. Il pense vraiment que la Russie, c'est quelque chose d'au-dessus. Est-ce qu'on ne manque pas de conviction? D'abord, vous parlez d'un pays, la Russie, la Rodina, la mère patrie, c'est comme ça qu'on l'appelle quand on est en Russie, qui a une culture
à la fois étatique, impériale et orthodoxe, qui a une culture impériale au sens de son expansion territoriale historique, et dont le cœur s'appelle le russe de Kiev, qui pour eux est à peu près l'Alsace et la Lorraine avec Paris comme capitale. Parce que si on ne comprend pas quel est le sujet ukrainien, il est là, hein, pas de surprise. C'est comme le Kosovo. Le Kosovo est le cœur battant de la Serbie. Il n'y a que nous qui avons oublié que c'était aussi la plus grande défaite, Kosovo-Polje, des orthodoxes serbes face aux musulmans. C'est une défaite de l'Occident chrétien. Nous sommes avec... Voilà, et quand on ouvre le frigo de la Yougoslavie, eh bien nous avons ce pourquoi nous avons payé. Notre incompétence, notre inculture, notre stupidité. On ne joue pas avec les pays, les nations et les histoires comme si elles n'avaient pas de racines. Il n'y a que les bureaucrates de Bruxelles qui pensent que c'est des petits cubes qui se bougent. Or, Bruxelles est une bureaucratie, pas un pays, pas une histoire, pas une racine, pas une culture, rien. Ce sont des mercenaires, exfiltrés, hors sol. Vous êtes très anti-européen. Non, au contraire, je suis très européen. Mais Bruxelles, c'est pas l'Europe. C'est une erreur bureaucratique, comme nous en construisons beaucoup d'ailleurs. Donc le vrai sujet aujourd'hui, il est de savoir si l'Europe a une identité. La réponse est non. Elle n'en a pas, elle n'en a pas eu, elle n'en aura jamais. La France a une identité, la Suisse a une identité, l'Italie en a une, l'Espagne, y compris dans sa diversité. Je pense que les Catalans ont un sujet, les Écossais ont un sujet. Or, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une déconstruction ou une reconstruction identitaire, mais une déconstruction étatique. Voilà. Les Américains avaient inventé un dispositif qui était le nation building. C'est-à-dire qu'on décidait dans un bureau qu'on allait construire un pays. Alors c'était un peu Churchill-Staline, mais en version informatique. Voilà, les lignes étaient un peu plus détaillées. On ne faisait pas juste des marqueurs rouges ou noirs à Yalta. Et puis on disait, voilà, alors ça va être comme ça. Et donc en plus, ça va avoir les valeurs démocratiques de l'Occident. Formidable. Pouf, copier-coller. Et alors il y a un phénomène de rejet, parce que les pays ont une histoire, une âme, une conscience, une culture. Et donc tous ces pays nous disent, toutes ces nations nous disent, bien nous aimerions bien vivre en tant que nation dans un espace national qui n'empêche pas les coopérations. Qu'est-ce que disent les Écossais? Les premiers trucs que disent les Écossais, c'est quand on sera indépendant, nous on veut rejoindre l'Europe. Au moment où les Anglais vous disent, nous le premier truc qu'on voudrait faire, c'est se tirer. Ça n'a rien à voir avec l'Europe. La culture. Or, nous avons annihilé les cultures nationales au nom d'une logique d'assimilation qui n'a jamais été une logique d'intégration, une erreur de contenu. L'intégration, c'est la reconnaissance des identités dans un projet national commun. L'assimilation, c'est la négation des identités qui amène mécaniquement une réaction nationale. Les Corses, les Bretons, ne voient absolument pas pourquoi il est interdit aussi par les Bretons, parce que comme si c'était une sorte d'agression personnelle. Je ne parle pas breton, mais je comprends qu'on ait envie de le faire, ou corse, ou basque, ou quoi que ce soit d'autre. Ce n'est pas un sujet pour moi. Moi, l'autonomie, le fait de créer une région basque qui soit commune entre la France et l'Espagne ne me paraît pas un drame abominable et la fin de la France. Je pense que la France, elle pourrait être grande, justement, par la reconnaissance de sa diversité culturelle, en créant un cadre national assez souple, pour que tout le monde puisse être représenté dans sa diversité. Ça, pour moi, c'est de l'intégration, c'est-à-dire c'est un projet commun mené en commun. Et c'est probablement ce qui fera remarcher l'Europe, quand au lieu de vouloir tout uniformiser, au sens de l'uniforme, hein, je le fais vraiment sous ce terme-là, elle se décidait simplement à remettre les choses en cohérence. Quand les principaux responsables européens étaient favorables à, non pas la monnaie unique, mais la monnaie commune, ce qui n'est pas la même chose. Quand beaucoup étaient favorables au partenariat croisé, ben on peut avoir plus de partenariats avec l'Allemagne et qui on ouvre une ambassade commune, par exemple, on va ouvrir une ambassade commune en Libye et peut-être moins avec la Grèce, encore qu'on pourrait peut-être plus faire d'efforts, et ben on peut créer des tas de partenariats croisés où on choisit jusqu'où on veut aller avec le pays dans lequel on veut aller, tout en ayant une espèce de programme minimum. Qui est ce que peut faire une Union européenne, un passeport commun, etc. Mais regardez la question des frontières. Après les attentats, nous avons tous rétabli nos frontières. Tous, plus ou moins. Pourquoi avons tous rétabli nos frontières? Parce que nous avons sous-traité notre frontière au plus pauvre, le plus lointain, celui qui a le moins de compétences pour le faire. Bon, c'est sûr que vu comme ça, il n'y a aucune raison que je continue. Autant que je gère ma frontière tout seul. Quitte à être responsable de quelque chose, autant que ce soit moi.
Et la vraie difficulté, elle est dans cette capacité à revenir aux États nationaux, pas parce qu'ils sont anti-européens, parce qu'on ne peut pas faire, ce que j'explique dans mon cours, la pluridisciplinarité nécessite des disciplines. C'est con, mais c'est comme ça. Voilà. On ne peut pas faire pluridisciplinarité sans ayant un prof de droit, un prof de socio, un prof d'ethno et un prof de criminaux, par exemple. Je ne sais pas faire. Donc j'ai besoin d'avoir des identités qui ont un projet commun. Nous avons nié les identités au nom du projet commun. C'est-à-dire qu'on a coupé les racines en disant ça va fleurir. C'est assez rare, hein. Ah ouais, dernière question personnelle. Comment on arrive au crime? Vous avez une connaissance du crime qui est vraiment très intime et très très brillante. D'où est-ce que ça vient? Vous parlez des criminels de manière extraordinaire en disant qu'il y a une forme de lien fort qui se crée entre eux et vous. La vocation est venue comment? Par hasard. Non, en fait, j'ai été, comme on l'a rappelé, conseiller de Michel Rocard, et donc pendant des années, entre 1977 et 1988, en passant des épisodes de candidature, pas candidature, recandidature, bref, un beau matin, enfin, après avoir été conseiller de Michel Rocard, à l'agriculture, au plan, un grand moment, le ministère qui ne sert à rien, mais on était très contents, parce qu'on était ministre d'État, ministre du Plan, bref, on découvre la vie administrative, voilà. J'étais un petit conseiller, une petite main. Et un jour, après avoir été vice-président de la Sorbonne, vice-président du Conseil d'enseignement supérieur de la recherche, membre de la section permanente, vice-président du Conseil d'académie, bref, je suis formaté, programmé, prévu pour être conseiller de Michel Rocard pour l'enseignement supérieur à Matignon. J'arrive d'ailleurs avec Michel Rocard, parmi les premiers à Matignon, nous faisons la visite avec Chirac, qui nous fait là, le coffre, il est vide. Il y a des moments qu'il faut vivre dans la vie, etc. Donc je fais ma petite visite, je suis content, je m'installe dans un bureau que je choisis tout seul. Personne ne me casse les pieds, j'ai des secrétaires, tout ça, et je fais comme si j'allais être conseiller à l'enseignement supérieur de Michel Rocard. J'étais content. Et puis 8 jours plus tard, je n'ai toujours pas mon arrêté de nomination, ce qui est mauvais signe. Et le directeur de cabinet du Premier ministre, Jean-Paul Dufond, me fait venir un peu emmerder. Et il me dit, alors Alain, comme tu sais, alors Michel a un ami de 30 ans. Alors Michel Rocard n'a que des amis de 30 ans, enfin 40 ans maintenant, qui poussent à peu près comme les champignons après la pluie. Il y en a partout. Et alors, il s'appelle Machin. Je dis, oui, je le connais, il est prof chez moi. Eh bien, il va lui confier le portefeuille éducation. Une bonne nouvelle, moi, le primaire, le secondaire et les collèges. Et maternelle, c'est pas moi. Il me dit, oui, mais alors, tu comprends, il est professeur d'université, et là, vous sentez un peu le sol qui se dérobe devant vous, vous voyez, le trou qui grandit. Voilà, Jean-Paul Dufond qui arrête de vous regarder droit dans les yeux, et qui commence à tripoter son téléphone, voilà. Il dit, quand il vient aussi confier un chemin à la recherche. D'accord. Et donc, moi, je fais quoi? J'ai une bonne nouvelle, tu as rendez-vous avec Truc. Je vais voir Truc, ancien directeur de la DST, préfet, conseiller à la sécurité intérieure, que je n'avais jamais vu de ma vie, enfin dans les couloirs, hein. Charmant, aimable, me fait asseoir, et me dit, ah Alain, tu sais, j'ai vu Michel, vraiment on a un gros problème sur le régalien, parce que les rocardiens, vous êtes formidables, l'économie, le social, machin, tu pousses un arbre, il en tombe 12, mais alors, la défense, la sécurité intérieure et la diplomatie, alors là, le désert des tartares. Donc j'ai dit à Michel, c'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose. Bon, alors pour la défense, on se démerde, pour la diplomatie, on sait pour bien, mais alors pour la sécurité intérieure, là, on a eu une idée. J'ai dit, d'accord, et qu'est-ce que je fais là? Eh bien, c'est toi l'idée. Pardon. Il me dit, oui, tu comprends, durant les manifs étudiantes de 86, voir d'où ça vient quand même, durant les manifs étudiantes de 86, tu étais comme vice-président de la Sorbonne, j'avais l'ordre public, ça vient avec. Vous ne choisissez pas, hein, j'avais pas de tropisme particulier. Et donc, effectivement, j'ai eu à gérer 2-3 évacuations un peu compliquées et des opérations. Et alors, je suis devenu, officiellement, dans un rapport d'enquête de l'Assemblée nationale sur les événements de 86, qui était un peu chaud, le colonel Bob. Pas général, hein, du fait de mon jeune âge. Et alors, cette idée a amené la fraction policière qui avait été consultée par le préfet Rémi Potrain, pour dire ça, à dire, écoutez, chez les rocardiens, vous êtes tous des gauchistes, des 68 arts dégénérés, enfin, on n'a aucune confiance. Il y en a qu'un qui a l'air à peu près bien. Bon, il est un peu jeune, mais on le connaît. Lui, il est bien. Et donc, désigné par consensus de la maison d'en face, c'est-à-dire la maison de Poulaga, j'ai donc été désigné pour gérer, être l'adjoint de Rémi Potrain à la sécurité intérieure. Et donc, je me suis fait, en même temps, le terrorisme, la guerre du Golfe, donc une formation accélérée, sur le tas. Ça, c'est tout fait. Et alors, comme moi, j'aime bien comprendre, je suis
plutôt du genre bachoteur. J'ai vu tous les flics petits, moyens et grands. J'ai demandé à voir les criminels petits, moyens et grands, les nationalistes corses, plus ou moins nationalistes d'ailleurs, machin, etc. Et donc, puis au bout d'un moment, Michel Rocard a quitté ses fonctions. Moi, je suis allé préparer le développement, la sécurité d'un espace urbain qui était la Foire internationale de Marseille, la Défense, enfin, beaucoup de sujets qui n'étaient pas traités. Et puis, des élus locaux sont venus me voir en me disant il y a les municipales qui arrivent, le Front National est très fort, la question de la sécurité est essentielle, est-ce que tu veux venir voir? J'y suis allé amicalement, genre, alors j'ai fait des choses essentielles. Hein. Le soleil se lève à l'est, si tu appuies sur on, ça allume, si tu appuies sur off, ça éteint. J'ai l'impression d'être un génie face à tous ceux qui me regardaient en disant ah. Voilà, parce que la culture, c'est un sujet structurel. Le négationniste de gauche n'est pas mieux que le négationniste de droite sur cette question. Ça fait les mêmes effets à la fin. Bref, et ils m'ont dit, mais t'as qu'à. Voilà. Et André Barthélémy, président de l'Union des HLM, m'a dit Alain, on va créer une formation à Sciences Po, un programme d'études avancées qui est au-dessus du DE1, enfin, 3e cycle plus, qui s'appellera Métier de la ville, et toi, je veux que tu gères violence et insécurité. Et j'y suis arrivé à Sciences Po. Voilà. Donc tout ça est une erreur d'aiguillage. Il y a un ami de 30 ans de Michel, et donc régulièrement, quand je déjeune avec Michel Rocard, il me dit tu m'en veux. Je lui dis franchement non. Merci Alain Bauer. Je crois que les... traditionnellement des questions que Colette distribue. Merci, c'était vraiment passionnant votre dialogue. Je crois qu'on n'a jamais entendu Darius aussi. Il est beaucoup plus en retrait d'habitude, Darius. On l'a beaucoup entendu. Les questions? Merci, Pierre Saint-Georges, écrivain. J'ai une question. Vous avez fait allusion à différents États qui pourraient avoir une participation dans le terrorisme actuel. Vous avez mentionné l'Arabie Saoudite avec le wahhabisme, de manière directe ou indirecte, le Qatar et d'autres. C'est vrai que dans l'histoire, on connaît l'importance du soutien direct ou très indirect même à des actes terroristes de la part d'États. L'Union soviétique le faisait, il y a des réseaux russes, américains, israéliens, de plein de pays, y compris en Occident. Quelle est, à votre avis, l'importance de ces réseaux dans la vague actuelle de terrorisme que l'on a vécu ces dernières années, qui, en tout cas certainement à mon avis, et là également je peux avoir votre avis, ce serait intéressant, si celle-ci va s'amplifier de manière importante ou pas. Merci. Merci. Alors, il n'y a quasiment plus d'États terroristes structurant et organisant des opérations terroristes avec leurs propres services. Plus. Ça a disparu. Il n'y a quasiment plus de terroristes nationalistes de type IRA, ETA. Ils sont tous passés à la paix ou à la négociation à la paix, même s'il y a des petits morceaux. Il reste une organisation terroriste dite politique dégénérée, guérilla dégénérée, qui sont les FARC colombiens. Et tout le reste, ce sont des opérateurs autonomes ou indépendants. Quand je parle de l'Arabie Saoudite ou du Qatar, par exemple, c'est sur le financement d'écoles qui amènent au wahhabisme, donc au salafisme, et qui serait la porte d'entrée A, version Keppel. Ce qui est exact, par contre, c'est que nous avons en général une habitude désastreuse qui est la création du golem. Pour ceux qui n'ont pas une culture juive très développée, à Prague, pour se défendre contre les méchants, les Juifs ont créé une espèce de monstre d'argile qui, après avoir éliminé les méchants, s'est retourné contre ses inventeurs et leur a fait subir en grande partie ce qu'il avait fait à leurs ennemis, selon la théorie selon laquelle il lui-même n'avait aucun ami. Et c'est d'ailleurs un des problèmes que nous avons en Occident, c'est que dans l'affaire Syrie-Irak, les amis de nos amis ne sont pas toujours nos amis et les ennemis de nos ennemis ne le sont pas toujours non plus. Ce qui fait qu'on a beaucoup de mal à s'y retrouver. Le golem, c'est nous qui l'avons inventé en aidant Abdullah Azzam à créer le bureau des services pour lutter contre les Russes. Bureau des services qui deviendra non pas Al-Qaïda, parce que ça n'a jamais été son nom, mais le Front international islamique du djihad contre les juifs et les croisés. C'est moins marketing, mais c'est plus précis, et c'est la deuxième fois que le mot djihad a été utilisé de manière
précise, car le mot djihad ne peut être utilisé que d'une manière extrêmement contrôlée. Tous les savants de l'islam vous disent « oulala, ce truc-là, on le sort de la boîte, on ne sait pas comment le rentrer, donc il faut faire très attention ». Et donc, le premier golem est un golem américano-anglais, et pakistanais, qui visait à créer un outil anti-russe en Afghanistan, qui s'est ensuite retourné contre eux, et qui est toujours là d'ailleurs. Il arrive même, au cours des dernières semaines, que le front Al-Nosra, successeur d'Al-Qaïda, soit notre allié de la semaine, de la journée. C'est censé dédier tout ça. Le deuxième golem, c'est l'État islamique. En tout cas, l'outil dit ISIL, qui a été créé par les Saoudiens, les Qataris et les Émiratis, donc tous les États du Golfe, pour donner une leçon aux Américains et surtout aux Iraniens, parce que le retour de l'Iran sur la scène internationale leur paraît comme insupportable, inadmissible et scandaleux, et que ça n'allait pas se passer comme ça. Évidemment, ils n'allaient pas attaquer les États-Unis en direct, mais ils voulaient bien montrer sur le terrain de jeu qui est l'Irak dans sa configuration très complexe, kurde au nord, triangle sunnite, chiite au sud, que tout ça allait mal se passer. Et le golem, une fois qu'il a pris Mossoul, à la surprise générale, y compris d'eux-mêmes d'ailleurs, s'est retourné contre ses inventeurs en déclarant le roi d'Arabie Saoudite apostat et en lançant la deuxième version du djihad dans une version très différente de Ben Laden, mais avec le même conseiller qui est Al-Souri, qui dans un premier temps avait dit révolution dans un seul pays, qui dans un deuxième temps a dit révolution dans tous les pays. Et donc c'est un débat stalino-trotskiste qui est un pur classique. Vous voyez que la foi parfois revient à des fondamentaux très laïques, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça. Et donc au jour d'aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de support d'opérateurs aux organisations terroristes actives se revendiquant de l'islam. C'est moins de 5% des opérations, mais c'est beaucoup de victimes. Mais en nombre d'opérations, l'essentiel des opérations sont des problèmes cachemiro-pakistano-indiens, corso-basques, enfin des sujets dont on ne parle pas, mais qui font peu de victimes, mais beaucoup d'attentats. Là, il y a peu d'attentats, mais énormément de victimes, et c'est une partie du sujet. Mais au jour d'aujourd'hui, la plupart des pays en question, y compris ceux dont on ne parle pas, ont inventé des opérateurs et des groupes terroristes pour lutter pour leurs propres intérêts, et la plupart de ces groupes se sont indépendantisés, voire retournés contre leurs créateurs. Et donc le problème aujourd'hui est moins d'aller se demander pourquoi les États se sont laissés aller à faire ça, et de constater que leur créature leur a échappé, et qu'on est dans un univers du Frankenstein terroriste, qui est un sujet d'autant plus développé qu'ils ne maîtrisent plus du tout l'outil, puisque l'ubérisation amène à avoir simplement une plateforme, mais peu de contrôle sur les opérateurs. Ce n'est pas des envoyés spéciaux contrôlés par leur rédaction, c'est vraiment des opérateurs indépendants qui fournissent de l'information, et dans ce cas précis, des attentats. Donc c'est très différent de ce qu'on a connu jusqu'à la fin des rogue states, des États terroristes qui ont justifié les opérations de 2001, alors même que le pauvre Saddam Hussein, s'ils l'avaient mis dans le même bureau que Ben Laden, il y aurait eu du sang sur les murs. Donc tout ça était une autre fantasmagorie, visant à régler un autre problème d'une autre nature, où d'ailleurs, là, le baptiste chrétien américain n'a pas manqué d'être capable de créer lui-même de gros effets secondaires, qui est le chaos que nous connaissons dans la zone irakienne. Parce que là, il en est personnellement responsable sur le fait de mettre fin à Babylone, qui était le nom de l'opération. Petite question. Mon cher, depuis plusieurs années, on se connaît. Et je me rappelle à Paris, en 2010, vous avez dit, vous avez fait une éloge concernant la Perse, les civilisations persanes, et comme je suis aussi iranien, Darius. Alors, devant l'ambassadeur d'Iran, et puis la mission diplomatique d'Israël, pour dire de quelle façon un État avec telle civilisation a baissé de provoquer le terrorisme international. Alors, pour moi, personnellement, j'ai l'impression des gens qui dictent la mise en place de Khomeini et créent cet État terroriste qui agresse à gauche à droite, ils ont tous les intérêts pour mettre le Moyen-Orient en chaos, et toutes les autres qui ça continue. Alors,
est-ce que vous ne pensez pas que mise en place des colonies et puis d'abord des entouronnais, c'est une sorte de complot? Non, je crois que c'est surtout l'incompétence, la stupidité, la bêtise, l'ignorance, l'arrogance, la connerie du président Carter et de son entourage. Il s'est passé trois choses en 1979 que nous avons toutes ignorées avec une grande incompétence. La première n'est pas du tout la chute du Shah, c'est l'attaque de la Mecque par 500 militants ultra radicalisés égyptiens, yéménites et saoudiens, l'occupation de la Mecque, l'incapacité de la garde nationale saoudienne à reprendre la Mecque, l'intervention des forces spéciales françaises pour aider à la reprise de la Mecque dans un carnage, et le fait que pour la première fois, quelqu'un a déclaré le royaume des deux mosquées, le roi d'Arabie Saoudite comme apostat. 1979. Le deuxième épisode de 1979, c'est l'intervention de l'armée rouge en Afghanistan, non pas pour mettre fin à une guerre civile, mais pour mettre fin à une guerre interne entre le Khalq et le Parcham, deux factions du Parti communiste afghan, une faction que j'appellerais euro-communiste et une autre fraction alignée sur Moscou, le premier ministre communiste afghan ayant fait assassiner le président afghan pour bien marquer la divergence de point de vue qui relève là alors totalement de Staline Trotsky, même sans faire d'emballage. Et le troisième épisode, vous avez raison, c'est la chute du Shah au nom d'une incompréhension totale et du fait que, ils le reconnaissent aujourd'hui, vous avez des documents qui commencent à être publiés ou déclassifiés du département d'État, ils ont considéré Khomeini comme une sorte de démocrate chrétien. Non mais je ne dis pas ça pour rire, hein, c'est écrit à peu près comme ça. C'est un démocrate chrétien musulman qui n'est pas du tout ce qu'on croit et avec qui on pourrait s'entendre. Bon, évidemment, les événements, notamment l'élimination du Premier ministre Bazargan, puis la crise interne au régime avec l'élimination des deux premiers présidents et pas guide de la Révolution, par le régime, sa radicalisation, la rapide prise en main de ce qui se passe par une secte chiite qu'on connaît peu, mais qui est très importante, la secte Hodjatier, qui va mettre des années à prendre le pouvoir sous l'ombrelle de Yazdi, et dont l'élément le plus marquant sera l'ancien président iranien, Ahmadinejad, sont des éléments qui marquent surtout notre incompétence. Non, Michel Rocard avait une phrase que je vous recommande. En matière de grandes catastrophes publiques, toujours privilégier la connerie au complot. La connerie est à la portée de tous, c'est donc assez largement répandu. Le complot nécessite beaucoup d'intelligence et d'organisation, c'est très rare. J'ai encore des demandes. On va peut-être faire des questions courtes et précises, et puis des réponses un petit peu plus courtes, parce qu'on ne va pas rester toute la soirée. Voilà. Moi, je dors ici. Aujourd'hui, on construit des navires de commerce absolument gigantesques, des paquebots de croisière pour embarquant 8000 croisiéristes et 350 mètres de long, d'immenses porte-containers, d'immenses pétroliers qui frisent le million de tonnes. On peut s'estimer heureux que Daesh n'ait pas de marins compétents pour attaquer ou prendre le contrôle d'unités comme ça, parce que ce serait inimaginable les dégâts que ça pourrait faire. Est-ce que, bon, il n'y a pas d'indication, à ma connaissance, qu'il progresse vers cette possibilité, mais qu'en pensez-vous à plus long terme? Est-ce qu'on risque d'avoir comme ça un terrorisme naval qui provoquerait des dégâts, la prise de contrôle d'un navire de croisière d'une croisiériste, on arriverait vite à une catastrophe supérieure à septembre 2001. D'abord, c'est déjà arrivé, donc c'est pas un sujet de politique fiction. Klinghoffer,
le touriste américain a été tué lors de la prise de contrôle de l'Aquilée Loro par un commando palestinien, et le pétrolier Limbourg, un des plus grands du monde, a été attaqué par une équipe d'Al-Qaïda, ce qu'on croit devoir appeler Al-Qaïda, mais on va faire comme si on savait ce que c'était, et il visait à le contrôler et à le détruire dans un des grands détroits, et c'était la troisième partie de l'opération 11 septembre, telle qu'elle avait été imaginée par l'équipe autour de Oussama Ben Laden. Donc, en la matière, ça a déjà eu lieu, ça aura donc lieu, parce que, c'est-à-dire, c'est comme les détournements d'avions ou les attentats. Une fois que c'est parti, le premier est une surprise, le deuxième est une confirmation, après on est dans une série. La question, c'est est-ce qu'on peut préserver ou sauvegarder ces dispositifs? La réponse est il y a un choix qui est celui entre la taille, le temps et la sécurité. Aujourd'hui, c'est le cas dans les aéroports, c'est le cas dans les ports, c'est le cas un peu partout. Nous prenons des mesures minimales pour permettre le flux. Parce que le temps est devenu un sujet permanent et que l'accélération du temps fait que nous n'avons plus le temps de rien et que surtout nous préférons entrer dans un avion, même sans être véritablement sécurisé, plutôt que d'attendre une heure à faire la queue pour être palpé. Même si d'ailleurs la palpation n'a aucun effet en termes de sécurité. Mais on ne va pas entrer dans des détails sur qu'est-ce que c'est que la bonne sécurité dans un aéroport, ça nous prendrait beaucoup de temps, et je ne suis pas sûr que je le ferai en public d'ailleurs. Donc la question, c'est déjà arrivé, ça arrivera encore, et chaque fois, après un événement, nous prendrons enfin des mesures que nous connaissons et dont nous savons qu'il faut les prendre. Simplement, quand vous embarquerez dans le bateau ou quand il bougera, eh bien, vous aurez une unité navale à côté où vous mettrez 2 heures de plus, ce qui réduira votre nombre d'excursions et le truc, et que donc vous devrez vous adapter, car nous avons un côté très intéressant, c'est que nous sommes tous extrêmement résilients. Après un moment de stupéfaction, puis un moment d'abattement, nous nous adaptons parce que nous vivons, et certains d'entre nous peuvent devenir résistants. C'est la bonne nouvelle du système. Pas toujours, mais pas toujours aussi nombreux que nécessaire. Voilà. Mais la question a déjà été répondue par 2 opérations déjà identifiées, plus tous les détournements de navires qui ont lieu dans les détroits où là ce sont des pirates, mais dont certains aussi, notamment nos amis somaliens, se sont transformés en militants Shebab, c'est-à-dire du pirate avec un emballage plus joli, mais du pirate surtout. Alors, je crois qu'on va dire qu'il n'y a plus que 3 premières des dernières questions. Merci beaucoup. Bonsoir Monsieur Bauer. Une question par rapport à la montée du populisme et de l'extrême droite en Europe. Vous abordiez le point tout à l'heure. Selon vous, quel est le rôle de la Russie aujourd'hui dans la montée de cette extrême droite en Europe, notamment en France? C'est intéressant de constater qu'une partie en tout cas de la politique française voue une certaine fascination à Vladimir Poutine. On arrive ce soir un petit peu ici par rapport à sa position et puis à sa rhétorique. Ça m'intéressait d'avoir votre position par rapport à ça. Je connais des partis extrêmement riches, même 2 fois plus riches que ce qu'ils déclarent et qui perdent les élections, et des partis très pauvres qui les gagnent. Donc je ne pense pas que le financement politique, parce que c'est une partie du sujet russe, ait un intérêt. Ils se font des affidés, mais à peu près tout le monde le fait, puisque le mode de financement de la vie politique reste toujours une sorte de mystère permanent, y compris dans les pays où il est extrêmement réglementé, et je ne vous raconte pas dans les pays où il ne l'est pas du tout. En tout cas, M. Sanders et Mme Clinton ont des débats permanents sur cette question, peut-être je ne trancherai pas, mais qui semblent les agiter beaucoup. Deuxièmement, il n'y a pas d'influence en tant que telle. La Russie a considéré que, à juste titre, l'Europe n'existait pas, que c'était un ventre mou et qu'elle devait se faire des affidés. Alors elle a choisi Schröder, par exemple, pour le nommer à la tête d'un puissant opérateur pétrolier, pour se faire un ami en Allemagne. Elle a choisi des amis en Angleterre, elle se choisit des amis en France, et il se trouve que ou en Italie, ou en Espagne, ou ailleurs, elle fait une politique de grande puissance qui a besoin d'avoir des supports. Alors, elle le fait d'une manière un peu particulière parce qu'elle le fait en finançant ou en aidant à financer des organisations politiques. Je précise que les États-Unis ont fait ça durant toute l'après-guerre avec une détermination remarquable, et quelques-uns de nos plus grands partis politiques ou de nos plus grands syndicats sont nés grâce à des petites et même des grosses valises livrées aimablement par. Alors on peut le regretter, le condamner, etc. Mais paradoxalement, c'est pas tellement l'argent qui est le sujet essentiel. Poutine, il a un intérêt, il a une attirance
Parce qu'il est le représentant d'un nationalisme décomplexé, basé sur sa propre histoire. Ce n'est pas un nationalisme plaqué sur une histoire qui n'existe pas. Il n'y a jamais eu de non-nationaliste en Russie. Jamais. Alors lui, il le fait avec l'aide de l'orthodoxie, dans une situation post-chute du Parti communiste et du mur de Berlin, mais il le fait selon un régime que la Russie considère comme propre à sa culture personnelle, c'est-à-dire le régime Catherine II, Pierre le Grand. Il a choisi 2 modèles, plus l'Église orthodoxe, et il fait avec. Et ce système fonctionne tant que le processus économique ou un certain nombre de sujets qui sont complexes pour la Russie avec la chute du prix du pétrole permettent de... Mais ce qui se passe en Occident n'est pas lié à l'existence ou pas de Poutine. Il ne serait pas là qu'il y aurait quand même Beppe Grillo, Blocher, Marine Le Pen, nos amis britanniques, etc. Et donc le processus qui existe aujourd'hui est un processus général de réidentification ou de tentative de réenracinement dans une histoire propre et une épopée nationale. Ce que Sarkozy avait paradoxalement très bien compris avec son identité nationale et extrêmement mal réalisé. Comme beaucoup de choses chez Nicolas Sarkozy, il a une vraie lucidité pratique. Il y a des trucs lui arrivent comme ça, et alors la mise en œuvre est un désastre. Et comme vous le savez, l'art et tout l'exécution, et c'est ce qui fait essentiellement Sarkozy. Ce que les gens lui reprochent, c'est pas ce qu'il a fait, c'est ce qu'il n'a pas fait. Mais l'identification à la capacité poutinienne à créer la résurrection nationale en Russie est une sorte de fascination pour tous ceux qui veulent faire la résurrection nationale chez eux. Alors, avant-dernière question, je vous préviens. Le scénario de soumission de Houellebecq vous semble-t-il improbable, possible ou probable? Et s'il vous paraît probable, ce qui me semble raisonnable, comment faire pour l'éviter? Alors, la France a une grande culture, c'est que même nos immigrés issus de l'islam ont une culture de bordélique gaulois. Parce qu'on peut regarder ce qu'on veut, mais sur nos supposés 4 millions et demi de musulmans, on n'en a que 400 000 qui vont à la mosquée. Il y a beaucoup qui font plus ou moins Ramadan, plus ou moins laïd, mais la réalité de la pratique, alors ça c'est facile parce que les mosquées sont représentées en fonction du nombre de pratiquants. C'est un processus qu'on a, je ne sais pas qui a inventé ce truc-là, mais c'est très intéressant. Et donc il y a à peu près un niveau de pratiquants en islam de France qui est à 10-15%, qui est à peu près équivalent à ce qu'il nous reste de pratiquants. Je parle pratiquants, je ne parle pas de croyants, on s'entend bien. Catholiques, protestants, juifs. Alors avec une poussée identitaire de 2e génération, mais qui est normal puisque c'est les derniers arrivés. Donc on a un processus, pour être rassurant, qui est que il y a une sorte de... c'est un peu comme la guerre des mondes, vous savez, le moment où les machines sont en train de gagner et où le virus est en train de les tuer. Voilà. Il y a un virus truc, gaulois, bizarre, qui a un effet réel. Alors je pense que par contre, le problème du virus comme de l'antivirus, c'est que ça se traduit toujours par une phase d'échauffement. Quand vous prenez un vaccin, ça commence par vous faire monter la température avant de commencer à avoir un effet sur le germe. Donc je ne crois pas qu'il soit probable. Je pense qu'il est possible, mais il n'est pas possible parce que la population est prête à la soumission, il est possible par la lâcheté de nos gouvernants. Et c'est le problème essentiel. Ce n'est pas la même chose. Vous voyez, la France n'a pas été résistante, mais il y a eu plus de résistants qu'on croyait. La France a collaboré, mais il y a eu plus de gens qui ont sauvé des juifs qu'on ne le pense. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas une vision linéaire, c'est plutôt pointilliste. Globalement, la capacité de la France à accepter la soumission à l'autorité au sens milgrammien du terme est une réalité physique. Et la capacité de résistance, d'opposition, d'anarchie nationale est une réalité pratique. Et vous voyez, il y avait 40 millions de pétainistes, et même malgré ça, en 1944, malgré tout, il y avait quand même énormément de résistants pour faire, je ne parle pas du débarquement, pour créer les conditions de la réussite du débarquement. Donc, je n'ai pas un sentiment aussi désastreux que Houellebecq, et d'ailleurs Houellebecq, que je connais un peu, quand il parle, il dit que c'est plus un signal d'alarme que la fin de l'histoire. Moi, je ne crois pas à la fin de l'histoire.
jamais cru. Je crois à l'histoire en mouvement. Et je ne crois pas d'ailleurs au choc des cultures. Les cultures ne s'entrechoquent pas, je pense au choc des incultures. Donc notre vrai sujet aujourd'hui, il est de retrouver un processus intégratif qui ait du sens. Et pour retrouver ce processus intégratif, alors là, oui, ça se fait aussi avec un islam de France, qui n'est pas seulement un islam en France. Et pour ce faire, je le rappelle, comment on a intégré les protestants, les juifs, ou réintégré les catholiques, c'est parce que l'État, à un moment, a assumé sa fonction d'État. L'empereur a décidé de créer le Grand Sanhédrin. Il a dit, bah voilà. Ensuite, Crémieux a dit, bah, les Juifs sont des Français, même s'ils sont en Algérie. Or, par exemple, la création du Conseil du culte musulman est un échec parce que c'est une sorte de compromis permanent où l'État considère qu'il est l'égal de ses interlocuteurs. Si l'État est l'égal de ses interlocuteurs, je n'ai pas besoin d'un État. Je peux le supprimer, ça ne sert à rien. L'État, il doit assumer le rôle fondateur de respect de l'intérêt général et de l'ordre public. Ce qu'il a oublié de faire. Une curiosité, puisque nous sommes en état d'urgence en France, et comme vous pouvez constater, ça n'empêche ni les manifestations, ni les occupations, ni quoi que ce soit. C'est une sorte de fantasmagorie permanente. Parce que les mots n'ont pas de sens et que les gens n'ont plus la capacité. Ça ne veut pas dire que l'État doit être libre, doit être contrôlé. Mais un bon contrôle, c'est un bon État. Donc un État fort avec un contrôle puissant. Nous faisons tout dans l'inverse. Donc c'est possible, ça n'est pas probable. Ou c'est moins probable qu'on l'imagine. Voilà. Alors, dernière question pour maître Nicolas Capte. Merci. Bonsoir. Vous avez évoqué avec beaucoup de talent les causes géopolitiques, religieuses, sociologiques du terrorisme. Au fond, j'ai une question beaucoup plus terre à terre. Quelle est votre appréciation du risque à l'heure actuelle, que ce soit en Suisse ou en France? On voyait beaucoup de discussions en France autour de l'état d'urgence. En Suisse, on a vu un certain cafouillage, en tout cas certains le pensent à Genève, autour d'une menace réelle ou supposée. Au fond, quelle est votre appréciation du risque réel pour le CERN? C'est une question que probablement beaucoup se posent, finalement, au-delà des raisons, des explications qu'on peut trouver et des remèdes à long terme. Genre, au fond, à l'heure actuelle, quel est le risque? Est-ce qu'il est concret? Est-ce qu'il vous semble qu'on a pris la pleine mesure en Suisse et en France? Ou alors, est-ce qu'on est en train de courir une situation plus dangereuse qu'il n'y paraît? Un cycle terroriste dans l'histoire de l'Occident, en tout cas, et du monde, c'est 20 ans. Alors, si on considère que le cycle terroriste a commencé avec Kelkal, 2012-2032, on est au milieu. Deuxièmement, le problème aujourd'hui, c'est que pour prendre la mesure du risque, il faut savoir de quoi il s'agit. Alors, moi-même, j'ai mis très très longtemps à comprendre que, en fait, contrairement à une idée répandue, nous n'avions pas de service antiterroriste en Occident. Pas un. Nous avons des services de contre-espionnage qui font aussi du terrorisme. Or, le contre-espionnage, c'est une pratique culturelle assez simple. Le temps est long pour monter la filière. Chaque jour, on va gagner un contact, une boîte aux lettres, une planque, un machin, un plus, et donc il faut toujours gagner un jour de plus. Puis à la fin, on fait tout tomber, on est vachement content, mais pendant ce temps-là, le secret doit être absolu, parce qu'il faut que personne ne se rende compte qu'ils sont suivis, et il faut protéger ses sources. On ne partage rien avec personne. Le problème de l'antiterrorisme, c'est que le temps est court, il faut agir le plus vite possible, et le partage doit être absolu, il faut partager avec les copains, parce autrement ça ne marche pas. Or, dans la réalité physique, aujourd'hui, nous ne faisons rien de cela. D'abord parce qu'on est fasciné par une obsession rétrospective et nostalgique qui est l'espion rouge. Ça, on savait ce que c'était. Jusqu'à 89, c'était à peu près clair et précis. Puis il y avait des règles. Il y avait des Nachrichtendienst, Sisterendienst, l'espionnage d'amitié de seigneur. Et donc, on se fixait des règles, un peu de duel. Les choses étaient à peu près carrées. On savait où on allait, on n'arrêtait pas, puis tout était binaire. Moscou ou Washington décidaient que ça avait lieu, ça avait lieu. Ils décidaient que ça s'interrompait, ça s'interrompait, que ça s'arrêtait, ça s'arrêtait. Tout allait bien. Depuis la chute du mur, évidemment, on n'a plus d'espions rouges. On n'avait plus d'espions rouges. Donc on a attendu l'arrivée de l'espion de remplacement. Toujours espion. Jaune, bah voilà, il va être chinois. Et c'est pas ça qu'on a eu. On a eu Kelkal, puis on a eu Al-Qaïda, puis on a eu que des trucs qu'on n'avait pas prévus. Et donc, notre sujet aujourd'hui, c'est que nous ne savons pas prendre la mesure du risque parce que nous n'avons jamais compilé autant d'informations, jamais. On est noyé sous l'information. On a zéro analyse, donc on ne sait pas quoi en faire. Rien, en général. On est noyé par l'information et qu'on est, par une espèce de persistance rétinienne, en train de chercher l'espion rouge. Ça, on sait ce que c'est. Puis on ne partage rien parce que tout est secret. Et puis voilà. Donc il y a un service qui a été créé en Occident,
qui est fait par non pas un État, mais une ville, qui est celle de New York, après le 11 septembre, qui a été créée à partir de rien, dans une logique qui était le terrorisme existe, et le bon antiterroriste, c'est pas quand on arrête les auteurs d'un attentat, c'est quand il n'y a pas d'attentat. Aujourd'hui, 90% des attentats n'ont pas lieu, par la connerie, la stupidité, l'incompétence des opérateurs. Et de temps en temps, par le génie local d'une police. Les 10% qui restent, qui fait quand même beaucoup de morts et beaucoup de blessés, quand vous regardez comment ça s'est passé a posteriori, c'est facile a posteriori, mais c'est quand même intéressant, vous avez des commissions d'enquête, secrètes, publiques, officielles, avec ou sans rapport. Elles se terminent toutes, depuis 50 ans, par les mêmes conclusions. 1, on savait tout ou presque. 2, pour de mystérieuses raisons, on n'a pas compris ce qu'on savait. Les Américains ont une formule magique, we did not connect the dots. Et 3, ça serait quand même bien si ça se reproduisait pas. Moi je rajoute, parce que je suis d'humeur taquine, jusqu'à la commission d'enquête suivante. Le vrai problème, c'est que nous pourrions arrêter, non pas 100% des attaques, c'est pas possible. Parce que mon côté lumpen, débile local, je sors de chez moi avec mon cure-dent, etc., on n'y pourra jamais rien. On ne peut pas anticiper la démarche d'un fou au sens médical du terme, clinique. Personne n'y pourra jamais rien. Et on ne va pas enfermer tous les fous par principe. Ça n'a aucun intérêt, ça ne sert à rien non plus. Les 9% qui restent, tous ces attentats auraient pu être empêchés. Ou en tout cas, des éléments auraient permis de démembrer une partie du réseau, d'intercepter une partie des opérateurs, de créer des disturbations suffisantes pour que ça n'ait pas eu lieu dans les mêmes conditions. Et donc aujourd'hui, nous misons sur la connerie et l'incompétence des terroristes eux-mêmes pour nous sauver, et beaucoup moins sur la capacité, l'intelligence et la compétence des services. Pas parce qu'ils sont inintelligents ou incompétents, ils sont incultes. Incultes au sens de la culture. Parce que ce que l'on a appris, c'est de faire comme les Américains. Fétichisme technologique. L'inspecteur Google va répondre à votre question. L'inspecteur Google, il arrive à répondre à la question qui lui a été déjà posée, dans l'ordre où elle lui a été posée. Et si je cherche Darius pour savoir qui il est, je vais avoir 8 337 612 entrées dans le Google suisse. Mais est-ce que les 6 millions, il faut que je me les lise tous, ou est-ce qu'ils sont dans l'ordre qui m'intéresse et pas dans l'ordre qui ont intéressé tous les autres opérateurs, plus Darius, qui verse 100 francs suisses par mois à Google pour avoir le truc le plus sympa en haut de la pile, parce que c'est comme ça que ça marche. Sauf que quand moi je cherche quelque chose, je cherche ce qui m'intéresse, pas ce qui intéresse les autres. Et donc mon outil aujourd'hui, il est déphasé. J'ai un télescope que j'utilise comme un microscope, et un microscope qui me sert de télescope. Tout est flou. Et le sujet culturel, qui est celui de retrouver de l'analyse, il est de créer des outils d'analystes. Or, nous n'avons pas, je ne pense pas qu'il y en ait en Suisse, en tout cas il n'y en a pas en France, d'école du renseignement. J'ai des écoles des espions. Alors ça, comment mettre un truc sous votre voiture, vous regardez ce qui se passe, allez fouiller votre poubelle, mettre votre ligne sur écoute, aucun problème. Et du coup, j'ai 10 fois plus d'informations, 1000 fois plus d'informations, 10 000 fois plus d'informations. Mais comment je trouve celle qui est la plus intéressante? C'est tout le problème. Et aujourd'hui, nous ne savons pas faire ça parce que nous n'avons pas créé d'outils intellectuels, c'est de l'humain, pour répondre à cette question. Et tant que nous ne l'aurons pas fait, nous ne saurons pas prendre ni la mesure de la menace, ni surtout combler les 9% qui manquent. 90% c'est déjà très bien, hein, je ne me plains pas. Mais si on pouvait passer à 99, des centaines de morts et de blessés, nous en serions tous extrêmement reconnaissants, car, je le dis ici, aucun des graves attentats qui ont endeuillé depuis 1995, pas 95, quel calme, personne n'est coupable de quoi que ce soit, il était invisible pour tout le monde. Mais depuis 1995, il n'y a pas un attentat qui n'aurait pas pu être empêché, réduit, modifié d'une manière ou d'une autre, au vu de ce qu'on savait avant l'attentat et de ce qu'on n'a pas su traiter parce qu'on avait trop d'infos et pas assez de cerveau. Alors aujourd'hui, nous avons une situation simple, nous avons 2 oreilles et pas de cerveau. La plupart de nos gouvernements ont décidé que pour résoudre ce problème, il fallait mettre 4 oreilles et pas de cerveau. J'ai peur qu'il n'y ait pas de résultats satisfaisants en la matière. Et si ça me permet de conclure, je voudrais citer ici le maître des criminologues, Sherlock Holmes. Sherlock Holmes disait, faisait écrire à Conan Doyle, parce que c'est Sherlock Holmes qui dictait, Conan Doyle n'était qu'un scribe, parce qu'il croyait beaucoup aux forces de l'esprit. Il disait, une fois l'impossible supprimé, ce qui reste, même invraisemblable, doit être la vérité. Nous avons décidé que ce qui était invraisemblable était impossible.
mais parce qu'on est feignant. Si on veut traiter du terrorisme, l'anéantissement du terrorisme comme mode opératoire, c'est le passage de 90 à 99%. Alors 90 à 99%, ce n'est pas un effort quantitatif, ce n'est pas plus d'interception, ce n'est pas plus d'atteinte aux libertés individuelles, c'est plus de recrutement, plus de cerveau, plus de conceptuels, avec des opérationnels, dans des binômes qui fonctionnent selon une logique assez simple. Il faut avoir une culture pour comprendre d'où ça vient, il faut avoir une pratique pour comprendre comment l'arrêter. Cette méthode-là est celle qui a permis la construction des empires, et c'est l'oubli de ces méthodes-là qui aujourd'hui permet la disparition des empires. L'empire en tant que tel, c'était peut-être pas bien, mais c'était organisé et fonctionnel. C'est ce qui a permis à toute une série d'outils d'être opératoires et ensuite de se démocratiser. Le problème, c'est quand la démocratie a décidé de se démembrer au nom d'un processus qui est celui de la nuit debout, qui est donc aujourd'hui le fait que plus personne n'est couché. Comme il y avait un très joli opérateur, quand on ne dort pas, on ne pense pas non plus. Merci.